Bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir participer à cette conférence de presse de rentrée qui a pour le but de faire le point sur le marché de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc depuis le début de l'année 2023, depuis notre dernier rendez-vous qui s'était fait fin janvier 2023 à Métessy, et faire comme ça un focus un petit peu sur l'évolution des tendances, des prix, et puis également faire un petit point sur le marché, le dynamisme du marché estival en station de montagne. Alors tout d'abord, bien les chiffres clés en Savoie-Mont-Blanc, année 2023, avec les données issues de Label, le laboratoire économique du logement, qui est donc la cellule statistique de la FNAIM. Nous avons donc le marché de la location, si vous voulez, qui va arriver tout à l'heure, on en parlera. Là, ce qu'on peut évoquer tout de suite, c'est le nombre de ventes de logements sur les 12 derniers mois glissés, qui sont en baisse, vous l'aurez constaté, sans surprise. En baisse puisqu'on arrive sur, si vous voulez, France entière, à un montant de 1 million de logements à peu près vendus sur les 12 derniers mois écoulés, alors qu'on était sur des pics de 1,2 million en post-Covid, on va dire. Et plus spécifiquement sur nos territoires, donc Savoie-Mont-Blanc, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain, on totalise 37 020 ventes de logements sur ce périmètre géographique. Avec une proportion qui reste comparable entre les différents départements que ce qu'on a pu constater les années précédentes. Donc ce graphique permet de voir concrètement que finalement les volumes sont quand même encore très importants. Donc c'est annualisé au 30 juin 2023. Donc bien sûr, quand on fait un point d'étape en cours d'année, ce n'est pas tout 2023. Je pense que ça aura pu peut-être changer et ça aura un autre sens quand on se verra en début 2024, puisque la deuxième partie de 2023 sera peut-être en plus net ralentissement. On verra, on y reviendra, c'est possible, en tout cas compte tenu des indicateurs économiques. Mais autrement, quand on regarde ce graphique, ça permet de voir que finalement, on est très largement plus haut, par exemple, que les volumes de 2014, mais y compris jusqu'au volume de 2019 et de 2020. Finalement, à part les deux derniers exercices 2021-2022 qui étaient anormalement, pratiquement on pourrait dire exceptionnellement prolifiques en termes de volume de vente, eh bien là c'est du 2022-2023, on n'est pas sur l'année complète 2023, mais sur les 12 derniers mois glissés, on est en repli, mais le marché résiste quand même plutôt bien, y compris en volume de vente, puisque les baisses, si vous voulez, en termes de nombre de ventes sont de l'ordre de moins 8% en Haute-Savoie sur les 12 derniers mois glissés, moins 7,1% en Savoie, moins 11,6% dans l'Ain, alors qu'au plan national, on est à moins 13,6%. Donc ça veut dire que notre région résiste beaucoup mieux par rapport à d'autres régions de France, ce qui n'est pas étonnant puisque notre région est très dynamique sur le plan économique, on le sait, et qu'il y a une forte demande de logement et une tension, de toute façon, on va y venir sur les secteurs, que ce soit le secteur locatif et même le secteur de l'acquisition, même si on a moins de candidats acquéreurs, qu'on en perd une certaine partie, il y a encore de la demande et surtout l'offre n'est pas pléthorique. Donc le marché de la location. Donc c'est des données de Label au premier trimestre 2023, donc c'est les baux signés sur un an, donc on a une évolution qui est à la baisse au niveau de l'Ain pour le loyer médian, moins 3,4% avec un taux de vacances de 4%, ce qui ne reste pas énorme malgré tout par rapport à d'autres endroits en France. Et puis alors la Savoie, on est sur une augmentation des loyers médians de 1,5%, avec un taux de vacances faible, à 2,3%. Et en Haute-Savoie, donc les loyers sont plutôt en stabilité, mais par contre la vacance est encore plus faible, avec 1,9% sur la Haute-Savoie et sur des secteurs comme Annecy, c'est même moins de 1% de vacances locatives, autant dire pénurie de logements, et on le voit bien, je pense que tout un chacun a dans son entourage ou soi-même récemment cherché un logement et on s'aperçoit que c'est quand même un peu la guerre, si vous voulez, pour arriver à se loger, spécifiquement sur les logements
à l'année quand on est dans des zones touristiques. Il y a en plus les difficultés liées aux courts séjours qui peuvent se greffer et assécher un petit peu l'offre locative. Hein. C'est aussi un phénomène qui peut être constaté effectivement. Ensuite, donc, les loyers médians par, je dirais, bassin de vie, hein, puisque c'est toujours intéressant de parler de bassin de vie sur notre chambre Savoie-Mont-Blanc, puisqu'on regroupe 3 départements, que c'est très étendu, avec des disparités très importantes d'une région, d'un secteur à l'autre. Hein. Donc la vallée de l'Arve, on est sur une stabilité des loyers à 12 € le mètre carré. L'avant-pays savoyard qui est en hausse, donc 9 € le mètre carré. Le bassin d'Annecy en hausse aussi, 14 € le mètre carré. Bourg-en-Bresse, voilà, en stabilité. Chambéry-Aix-les-Bains, c'est en hausse aussi. Les Dombes, Plaine de l'Ain et Côtières, c'est en hausse. Et puis le Genevois est en stabilité à 13 € le mètre carré. Et les vallées de Vanoise, Tarentaise, Maurienne, c'est moins cher, c'est 8 € et c'est en stabilité. Voilà, donc après, les loyers médians de marché dans les principales villes, puisqu'on parle de bassin de vie, mais après on a aussi quand même des villes qui sont significatives en termes de nombre de logements loués et du coup de loyers médians constatés. Donc c'est dans les baux signés à la fin du premier trimestre 2023. Donc on a sur Bourg-en-Bresse une évolution à 1 an des loyers signés de 4,1%. Hein, donc juste sur Bourg-en-Bresse, hein, attention parce qu'on avait parlé tout à l'heure de l'Ain, mais c'est différent. Chambéry, plus 7%, une évolution à 5 ans qui est de 13,7%. Aix-les-Bains, avec plus 2,1% et plus 7,9% sur l'évolution à 5 ans. Annecy, qui reste le secteur où les loyers sont les plus chers, hein, avec 15,7 € par mètre carré de loyer médian, donc une évolution de 5,3% sur l'année écoulée et 8,3% sur l'évolution à 5 ans. Donc on voit qu'il y a une accélération des augmentations de prix qui est à mon avis due à la pénurie notoire de logements sur Annecy, hein, notamment pour des raisons aussi de plus de 9 en fait, hein, sur le secteur, ou presque, ou très peu. Et du coup, on a aussi des personnes qui n'arrivent plus à acquérir du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, on y viendra. Mais tout ça a pour conséquence de laisser les gens dans les logements, en tout cas ils ne peuvent pas forcément changer de projet et évoluer dans leur parcours de vie. Et par conséquent, quand les gens restent en place, qu'il y a moins de fluidité et qu'il y a moins de biens sur le marché, ça a tendance à mécaniquement faire augmenter les prix. Annemasse est en stabilité en revanche avec une évolution très faible. Thonon-les-Bains, donc on a une stabilité également. Ensuite, le marché de la transaction, donc en 2023. Toujours pareil, vous verrez la plupart du temps c'est 12 mois glissants hein, au niveau des chiffres et on s'arrête. Suivant les statistiques, ça peut être soit au 30 juin, soit à la fin de l'été, hein, suivant les slides. Hein. Donc là, ce tableau, il résume bien, si vous voulez, le nombre de ventes de logements que j'évoquais dans mes propos introductifs. Quand on voit donc le nombre de parcs de logements dans l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Chambre Savoie-Mont-Blanc, du coup, hein, que vous voyez après dans la continuité de la colonne, la région Rhône-Alpes et puis France entière. Donc c'est là que ça nous permet de constater qu'il y a une bonne résistance du marché. Alors même si l'un est un tout petit peu en repli, mais autrement, Savoie et Haute-Savoie, c'est même en dessous des chiffres de la région, si vous voulez. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme important, malgré tout, au niveau des ventes dans notre secteur. Alors ça peut s'expliquer parce que économiquement, les gens ont peut-être d'une manière générale plus de moyens sur nos territoires que dans d'autres secteurs en France où ils sont plus impactés par la hausse des taux d'intérêt notamment. Hein, nous, on sait que dans le secteur, on a des travailleurs frontaliers. Alors évidemment, ça ne couvre pas tous nos territoires, tous nos départements, mais enfin, entre la partie qui est proche de Genève, plus la partie encore sur Annecy, où il y a quand même pas mal de frontaliers qui travaillent à Genève, qui viennent habiter à Annecy, voire jusque sur les premiers
les premiers kilomètres de la Savoie jusqu'à Aix-les-Bains et ces secteurs-là. Donc évidemment, le change n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment. Donc je dirais que le pouvoir des travailleurs frontaliers, le pouvoir d'achat, est d'autant plus important. Et en tout cas pour cette catégorie-là, même si c'est évidemment pas l'ensemble des citoyens, c'est des gens pour qui ça compense un petit peu le phénomène de hausse des taux, puisque leur pouvoir d'achat est de toute façon maintenu et très élevé. Donc ensuite, en termes de taux de rotation, on voit que c'est pas énorme par rapport à d'autres périodes où il y avait peut-être plus de fluidité, mais c'est quand même au-dessus dans notre territoire, au-dessus de la France, qui est à 2,7, alors que nous on est plus sur du 3,1, c'est au-dessus de la région. Et la part des ventes, c'est intéressant de voir que les 3 départements qui composent la Chambre Savoie-Mont-Blanc totalisent malgré tout 3,7% de l'ensemble des ventes qui sont réalisées en France. La région, c'est 13,4% en termes de volume des ventes globales de la France. Ensuite, le prix des logements et leur évolution. Donc là, on vous a préparé une slide également avec les départements, avec les niveaux de prix, donc au 1er septembre 2023, et puis à 4 colonnes qui sont à mon sens très pertinentes parce qu'elles permettent de voir l'évolution, et là plus concrètement le ralentissement et même le net ralentissement, évidemment depuis 3 mois, parce qu'on est même depuis 3 mois sur une amorce de baisse qui n'est pas énorme mais qui est bien là. Sinon, on voit bien que l'augmentation en fait avait déjà beaucoup ralenti depuis 2 ans, malgré tout, puisque quand on regarde en Haute-Savoie, plus 29,4% sur 5 ans, mais sur les 2 dernières années, c'est plus 13% et la dernière année, plus 4%. Voilà. Et là, on est à moins 0,3 sur les 3 derniers mois. Donc, quelle va être l'évolution pour les 6 prochains mois? C'est certain qu'avec les taux d'intérêt qui sont maintenant largement au-dessus de 4%, voire 5%, et l'annonce d'une durabilité de cette pratique pour probablement en tout cas 2 ans, étant donné que ça assèche le pouvoir d'achat des familles, des ménages qui peuvent moins s'endetter ou du moins rembourser par mois, on peut s'attendre quand même à ce qu'on ait une correction du marché et que les prix non seulement continuent de se stabiliser dans les secteurs les plus prisés, moi je ne crois pas de toute façon à un effondrement, loin de là, et puis dans les secteurs les moins prisés ou en tout cas aussi sur les catégories de biens, par exemple les moins bien notés sur le plan énergétique, on y reviendra après dans une slide un peu plus tard sur cette thématique, on a également des amours, des acquéreurs, et là probablement qu'on aura des prix qui seront plus facilement négociables et qu'on constatera certainement des baisses de prix sur ces catégories de logements qui nécessitent des rénovations importantes ou qui vont à court terme ou à moyen terme comporter des interdictions de location, de mise en location pour indécence au regard de la loi climat et résilience s'il n'y a pas de rénovation. Donc tous ces enjeux vont faire qu'il y aura une période certainement d'incertitude, un peu de chamboulement dans les années et mois qui viennent, mais malgré tout, notre marché reste porteur. Moi je pense que sur notre secteur, on a malgré tout une demande forte de logement, un solde migratoire positif, des industries et du tourisme porteurs. Donc finalement, il y a besoin de se loger sur nos secteurs. En plus, on sait que le neuf est en assèchement complet, puisque on voit bien sur le secteur d'Annecy notamment, où il y a beaucoup moins de programmes, pour ne pas dire très très peu maintenant, qui vont sortir. Et puis il y a toujours un décalage dans le neuf, c'est-à-dire que les permis qui ne sont pas signés en 2023, c'est des programmes qui ne sortiront pas en 2025 ou en 2026. Et quand les gens voient des grues en ce moment et se disent tiens, ça n'arrête pas de construire en Haute-Savoie, en réalité, c'est des programmes qui se sont libérés en 2019, en 2020. Voilà, donc il y a aussi cet effet bombe à retardement, je n'hésite pas à le dire, puisque clairement, dans les années qui viennent, on va se retrouver avec un déficit de logement important. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà une grosse difficulté d'accessibilité au logement pour nombre de nos concitoyens et ça ne va pas aller en s'arrangeant. On sait que sur notre secteur, on a besoin de main-d'œuvre.
et qu'on a du mal à loger ces personnes, donc c'est un vrai souci. Et ça va encore s'accentuer puisqu'on sait notamment sur le canton de Genève qu'il va y avoir, avec le phénomène de papy boom, une grosse vague de départ en retraite sur les 10-15 prochaines années et qu'ils auront probablement dans le canton de Genève un besoin de doublement pratiquement des frontaliers sur les 15 prochaines années, passer de 100 000 à 200 000 frontaliers. Donc vous imaginez bien déjà ce que ça représente aujourd'hui, ce besoin en logement. Bon, ben, on ne va pas vers des périodes où il y en aura moins besoin. Donc il va falloir effectivement trouver des solutions. Donc là, pour focus sur, on voit bien les prix, il y a des grosses disparités entre Bourg-en-Bresse à 2010 € par mètre carré, Aix-les-Bains qui a beaucoup augmenté ces dernières années. C'est vraiment une commune qui est à la cote avec 37,7% d'augmentation sur les 5 dernières années, donc c'est quand même spectaculaire. Annecy, qui a beaucoup évolué ces 5 dernières années, mais là qui enregistre un léger repli depuis peu de temps. Alors que France entière, vous voyez, il y avait plus 23 d'augmentation sur les 5 dernières années et disons un ralentissement de l'augmentation qui était déjà plus net, par exemple si on compare à celui de la Haute-Savoie ou de la Savoie, puisqu'il était à plus 6,5% d'augmentation ces 2 dernières années sur France entière, alors que Savoie et Haute-Savoie, l'un un petit peu moins, mais Savoie et Haute-Savoie, on était encore à presque plus 18% ou plus 13% sur les 2 dernières années. Donc c'est des tendances qui font dire que d'une manière générale, nos territoires ont tendance à mieux résister, ou en tout cas peut-être qu'il y a un décalage qui pourra se constater dans le temps. Ensuite, on vous a prévu cette slide parce qu'elle est intéressante, c'est une cartographie finalement qui permet de présenter le prix de vente moyen des appartements au mètre carré, donc par bassin d'activité ou bassin de vie, donc je le précise bien. Ne pas confondre le bassin d'Annecy avec la ville d'Annecy, même du Grand Annecy, parce que dans le bassin d'Annecy, on va avoir Rumilly, on va avoir des communes de l'Albanais de manière générale, et c'est beaucoup plus étendu. Le Léman, c'est très vaste, ça va de Évian à Annemasse, donc c'est tout le Chablais, le Bas-Chablais, jusqu'à Annemasse, etc. On a découpé comme ça notre territoire, donc on voit que finalement, on a soit des courbes de prix, je dirais, en stabilité. Donc, c'est des données au 31 août 2023 sur les 12 mois glissés. Donc, c'est quand même très récent comme données. On voit qu'on a beaucoup d'endroits en stabilité. Le Léman qui est en légère hausse de 3%. Et puis, alors, la spécificité des secteurs comme Aix-les-Bains ou Chambéry, Bérengère. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur le marché ? Oui, ça reste un marché comme on l'a vu, et puis pour compléter ou pour confirmer ce que tu disais, ça reste un marché qui est dynamique, et même si on a moins de transactions que ce qu'on imaginait, on voit que les prix se maintiennent. On voit sur le bassin de Chambérien, on est à 3250, sur 12 mois glissants, on est en légère croissance ou en stabilité, puisque 0,2 c'est la stabilité par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière à cette époque-là. Très clairement, on n'aura pas une baisse des prix significative, puisque aujourd'hui, comme on l'a vu ce matin, on a à la fois une difficulté d'offre, une raréfaction de l'offre, mais aussi un peu de raréfaction de la demande. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est aussi l'offre qui peine, et un territoire qui reste très attractif, avec un apport important de personnes qui veulent s'installer sur notre territoire, aussi au travers de l'activité économique. Aix-les-Bains, on voit qu'il est à plus 3% par rapport à l'année dernière. Ça reste un territoire qui est dynamique, qui est porté aussi par le dynamisme de la Haute-Savoie et du coup du Genevois français, dans la mesure où... ou du Genevois tout court d'ailleurs, dans la mesure où effectivement les salariés frontaliers s'éloignent de plus en plus pour trouver du logement et pour bénéficier de prix un peu plus attractifs, puisqu'on est un petit peu en dessous des prix d'Annecy, avec peut-être une offre légèrement plus importante. La possibilité de télétravail favorise aussi globalement cette arrivée en fait de ces salariés sur nos territoires de la Savoie. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, le prix de vente moyen des maisons, donc toujours avec la même typologie de cartographie, avec des baisses, alors pas énormes, mais des baisses quand même sur tous les secteurs. Donc, puisque, alors là, on a tout. On vous a bien précisé qu'il y a les maisons mitoyennes, les maisons à rénover.
Parce que quelquefois, on peut se dire, mais tiens, sur le bassin d'Annecy, j'ai cherché une maison, je n'ai pas trouvé ces prix-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, on est sur le bassin, on n'est pas sur Annecy ou les communes les plus cotées du Tour du Lac, évidemment, parce que c'est plus du tout les mêmes prix. Et en plus de ça, on peut aussi avoir dans cette catégorie-là, puisqu'elle est répertoriée comme maison, une maison mitoyenne de 80 mètres carrés. Donc forcément, là c'est une maison, mais c'est pas des prix de 800 000 euros, quoi, hein. Forcément, si c'est en plus dans des communes un peu excentrées, donc c'est ce qui explique aussi un peu ces tarifs. Puis après, en termes de volume, les toutes belles maisons, c'est pas non plus forcément ce qui se vend le plus en termes de volume, hein. Donc ensuite, voilà, donc je vous laisse découvrir les chiffres, hein. On peut expliquer c'est pourquoi il y a une baisse un petit peu plus importante sur les maisons. C'est qu'en termes de financement, ça a été aussi un peu plus difficile, notamment pour les familles, les jeunes couples ou autres, de pouvoir investir avec la hausse des taux, avec un petit peu d'incertitude, la hausse de l'inflation, etc. Et que ça a un peu plus joué sur les maisons, puisque les budgets étaient supérieurs, sans être forcément sur les marchés de niche, parce qu'après, évidemment, si on se positionne sur un marché de niche, avec le luxe, avec des personnes qui arrivent dans la région pour la retraite, mais avec un gros capital ou autre, bon, c'est un petit peu hors marché, hors statistique, si vous voulez, hein, ça. Voilà, donc ensuite, on a le marché de la montagne. Bérengère, alors je te laisse peut-être passer là. Donc Bérengère qui est notre spécialiste en montagne, puisqu'elle intervient dans ses agences, notamment en Savoie. Et nous avons fait donc un top 20 des prix au mètre carré. À toi, Bérengère. Oui, merci Sébastien. Donc le marché de la montagne reste très résilient aujourd'hui par rapport à l'activité économique. On a une année 2023 qui est dynamique en termes de transactions et avec un niveau de prix qui n'a pas tendance à baisser significativement. Donc là, on a fait le top 20. Alors le top 20 des stations par prix en euros au mètre carré, hein. Donc c'est bien sur cette colonne-là qu'on va... Peut-être que si je le montre ici, ça marche bien aussi. Voilà. C'est bien sur cette colonne-là qu'il faut le regarder. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en tout cas, sur l'année 2023, on continue d'avoir un marché dynamique au niveau des transactions et un volume des transactions qui est important. Alors oui, je pense que Val d'Isère doit faire commenter à 14 468 € le mètre carré sur de l'ancien, hein, effectivement. Donc vous imaginez le prix du neuf sur ces territoires-là. Ce qu'on a pu observer cette année, c'est aussi des stations qui sont plutôt dans les prix moyens moins élevés, qui ont attiré beaucoup de monde, donc en fonction des territoires. Si je prends par exemple les communes de Haute-Savoie, on voit que des communes comme Avoriaz, 158 ventes qui ont été faites sur l'année, avec un prix moyen à 8 500 sur le territoire de la Haute-Savoie. C'est vrai qu'on est plutôt autour de 9-10 000 en moyenne sur ces territoires-là. Si je prends l'exemple des Arcs aussi, où on est plutôt à 5 000 € le mètre carré, on a un volume de transactions qui est plus important que les années précédentes. Et donc, donc la montagne reste attractive. Les gens ont envie d'investir à la montagne et ils peuvent aller sur des stations proches des grands domaines ou dans les grands domaines où il y a effectivement à la fois toutes les activités sportives et ski et en même temps des prix qui sont peut-être un petit peu plus faciles que sur d'autres secteurs. La montagne bénéficie encore, on l'a vu et on n'a pas eu les chiffres puisqu'elles sont sorties aujourd'hui, mais on peut observer que en location saisonnière, le volume de réservation qui à date aujourd'hui est plutôt très en avance par rapport c'est plutôt en avance par rapport aux années précédentes. Donc on a une bonne anticipation des clients qui ont envie de venir skier cet hiver et sans trop de... On a observé aussi, j'allais dire, sans trop sur les grosses saisons du mois de février, bien évidemment, mais on a quand même observé que sur les semaines où le prix est légèrement moins élevé que les 3-4 grosses semaines de février que l'on rencontre habituellement, on a un meilleur taux de remplissage. Donc on voit que le budget, en fait, est quand même un élément stratégique du choix de réservation et qu'une partie de nos clients sont prêts à venir sur une semaine qui n'était pas la semaine prisée des vacances scolaires, mais parce qu'effectivement, ils adaptent leurs vacances en fonction du prix de la location. Donc, on est aussi à un autre point qui est intéressant par rapport à nos investisseurs qui vont louer ensuite en montagne, c'est que pour le moment,
L'imposition en fait de la rénovation thermique n'empêche pas la location saisonnière aujourd'hui. C'est vrai que c'était une des interrogations qu'on pouvait avoir par rapport aux différentes annonces qu'il y a eu sur l'année 2023. Et pour le moment, on est bien conscient qu'il faut rénover et nos clients ont envie de rénover. Mais par contre, aujourd'hui, on n'est pas capable d'être calé sur le même calendrier que la plaine, alors qu'on sait déjà que la plaine, ça va être très compliqué. Et c'était l'occasion pour moi de faire la transition sur les DPE. Merci Bérangère. Je crois que mon micro fonctionne, je crois. Merci. Si, oui, pardon. Voilà, alors diagnostic de performance énergétique. C'est évidemment un sujet très important en ce moment, hein, et vous le savez, j'en parlais tout à l'heure, hein, la loi climat et résilience a placé vraiment au centre de tous nos intérêts et celle de nos clients le DPE parce qu'il y a un véritable impact déjà sur les biens, hein, sur l'attractivité des biens mis en vente, puis sur les conséquences, bien entendu, qui viendront ensuite suivant la typologie des biens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent très nettement que des biens qui sont mal notés, donc en F ou en G, G étant le moment où la loi va rendre indécents les logements classés G à partir du 1er janvier 2025, donc c'est tellement la catégorie qui va venir le plus vite. Et puis donc 2028 pour les logements en F et 2032 pour le E. Donc en fait, c'est vrai que ça représente quand même une grosse part hein, sur notre secteur, puisqu'on voit bien qu'en Haute-Savoie, on est à 19% cumulé de G et de F. En Savoie, c'est même 1% de plus. Hein. Dans l'Ain, c'est un petit peu moins. Alors ça, c'est aussi beaucoup lié d'une part à la période où ont été construits les logements, hein, puisque s'ils ont été construits dans les 30 Glorieuses, on avait souvent des logements moins bien isolés et qui n'ont pas encore été rénovés en plus depuis. Et puis il y a également l'incidence de la montagne, puisque les critères d'évaluation des nouveaux DPE prennent en compte l'altitude et sur les départements de Savoie et de Haute-Savoie, on a des communes qui sont beaucoup plus en montagne que dans l'Ain, ce qui explique notamment cette différence. De même qu'après, si on regarde en perspective avec région Aura et encore plus France entière, où on est à 15%, puisqu'il y a des secteurs beaucoup plus cléments en termes de météo et que ça influe la note. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des acquéreurs sont frileux sur les acquisitions de biens mal notés. Ils sont frileux soit parce qu'ils n'ont pas envie de faire des travaux de rénovation. Ceci comporte bien souvent une incertitude puisque nombre de travaux ne peuvent être entrepris que par le biais de décisions d'assemblée générale, ce qui n'est pas facile à mettre en œuvre. De plus, il faut trouver les entreprises pour faire les travaux, pour espérer obtenir des subventions. Encore faut-il être éligible, il faut que ces entreprises soient RGE, donc reconnues garanties de l'environnement, et il en manque beaucoup, puisqu'il y a simplement finalement une minorité d'entreprises qui sont titulaires de ce label. Donc c'est autant d'éléments qui font que les personnes qui doivent se porter acquéreurs d'un bien sont quand même pas emballées à l'idée de prendre des biens mal notés. On pourrait dire tiens, c'est l'occasion de faire un coût financier, de payer vraiment pas cher et à ce moment-là de rénover. Mais finalement, on ne constate pas énormément, puisque même dans la population des primo-accédants, on pourrait se dire que comme ils ont souvent un peu moins de moyens pour investir, ça pourrait justement trouver client. Mais c'est aussi les populations qui sont les plus sensibles, je dirais, à la rénovation énergétique et sensibilisées à cette question de la vertuosité vis-à-vis de l'environnement d'une part, et puis aussi du coup après dans l'entretien des lieux et dans leur utilisation, qui vont penser dès le départ à regarder quelle va être leur note de chauffage, d'électricité, etc. Donc voilà, mais maintenant, c'est clair que le calendrier est très resserré. Ce matin, notre président fédéral, Loïc Quentin, nous indiquait en Assemblée Générale que c'était un de ses combats d'essayer d'obtenir des délais. Alors, ce n'est pas pour considérer que cette loi n'a pas son intérêt, puisque la rénovation énergétique, il faudra de toute façon probablement passer par là. Et après, c'est aussi une question de timing et puis d'ajuster la loi, les aides, et pour que tout ça puisse être réalisé
dans des délais convenables et qui n'ait pas un effet, je dirais, néfaste, qui serait d'assécher l'offre locative et spécifiquement dans nos territoires, de créer encore plus de difficultés à loger nos concitoyens, nos employés, et à créer, je dirais, un trouble encore plus important que ce que l'on peut avoir aujourd'hui, où on voit que c'est déjà très compliqué pour se loger et pour loger des nouveaux arrivants sur nos territoires qui sont attirés par le travail et le dynamisme économique de notre région. Donc le calendrier de la loi climat en copropriété, et qui concerne en tout et pour tout 2 tiers du parc locatif, même si sur les F et G, il y en a moins forcément. Donc vous voyez qu'on peut noter que les logements qui étaient les plus énergivores de la catégorie G étaient déjà considérés comme indécents depuis le 1er janvier 2023. Mais ça concerne une petite catégorie de logements, heureusement. Ensuite, c'est tous les logements G au 1er janvier 2025 et tous les logements F au 1er janvier 2028. Alors, un certain nombre de mesures obligatoires accompagnent cette loi pour inciter les copropriétés à engager des travaux, des projets de rénovation, avec l'élaboration obligatoire d'un projet de plan pluriannuel de travaux qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour les copros de plus de 200 lots. Ça sera cette obligation pour les copros comprises entre 51 et 200 lots à compter du 1er janvier 2024. Et enfin, pour celles qui sont souvent en nombre de copros, la plus grande majorité, les moins de 50 lots, eh bien, l'élaboration de ce plan sera obligatoire au 1er janvier 2025. Mais enfin, c'est dans un peu plus d'un an. C'est quand même très très vite là. Ensuite, il y a aussi l'obligation d'avoir un DPE collectif. Donc pour les copros de plus de 200 lots au 1er janvier 2024. Et ainsi de suite, 1er janvier 2025, 1er janvier 2026, donc avec un an de décalage, mais suivant également la même logique en termes de nombre de lots. Voilà, donc c'est vrai que cette question des travaux, c'est un véritable sujet, c'est une véritable inquiétude pour nos clients comme nos confrères et nous-mêmes, professionnels. Et bien sûr que nous, on incite, on forme nos équipes à se rendre compétentes pour accompagner des copropriétés, notamment à engager des travaux de rénovation. Mais tout ça, c'est un temps long. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne se fait pas comme des petits travaux en 6 mois. Alors même si ça fait un moment déjà que la loi a été promulguée, finalement, c'était quand même l'été 2021. Donc c'est quand même, ça fait 2 ans, vous me direz, mais tout est toujours très long à mettre en place. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la problématique des entreprises à trouver, les timings. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. J'en parlais déjà l'année dernière. Donc là, il y a, malgré tout, il faut être positif, des copropriétés qui sont éco-rénovées. Nous, on en compte tous dans nos parcs de copropriétés gérées. Il y a aussi des propriétaires qui sont sensibilisés et puis qui, par l'intermédiaire des conseils de nos adhérents et de nos gérants d'appartements, vont rénover, changer les fenêtres, changer les systèmes de chauffage. Donc tout ce qui est privatif, effectivement, on le maîtrise plus facilement. Et par contre, tout ce qui relève de la copropriété, comme l'isolation des toitures, comme l'isolation des murs, comme changer un système de chauffage collectif et mettre une chaudière à condensation, par exemple, ou changer d'énergie, puisqu'aujourd'hui, ce qui est très mal noté, c'est quand même les énergies fossiles. Donc il faut essayer de réfléchir à des énergies plus tournées sur l'électrique ou type pompe à chaleur, parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup ce qui est recommandé un peu dans tous les domaines. C'est un petit peu le combo gagnant, si vous voulez, du diagnostiqueur qui vous recommande les travaux une fois que vous avez fait le diagnostic. Vous avez sur tous les diagnostics, il faut mettre une pompe à chaleur. Alors je veux bien qu'en maison individuelle, pourquoi pas, pour remplacer la vieille chaudière au fioul, très bien. Après, dans les immeubles en copropriété, qui dit pompe à chaleur dit groupe d'extraction extérieure qui ressemble à une climatisation, donc je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc déjà on ne peut pas en mettre partout, c'est moche, c'est brillant. Il faut faire un trou dans le mur porteur de la copro, donc il faut l'autorisation de la copro. Et après il faut faire cheminer des tuyaux à l'intérieur pour aller distribuer un réseau hydraulique de chauffage, soit dans le plancher, mais ça c'est des travaux très lourds, soit pour accorder à des émetteurs classiques type radiateur. Mais en fait, tout ça nécessite des travaux aussi qui peuvent défigurer un petit peu l'intérieur des logements. Enfin, c'est pas si simple que ça. Donc entre les mesures théoriques et ce qu'on peut véritablement mettre en œuvre, je dirais il y a souvent
souvent un pas. Voilà, mais enfin en tout cas, nous on reste malgré tout positifs et optimistes par rapport à ça. Ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on pense comme intérêt, je dirais, même national hein, ou départemental, c'est qu'il ne faut surtout pas assécher l'offre locative, ce que je vous disais il y a un petit moment, et c'est ce qu'on peut craindre avec aussi cette loi avec de courts délais, c'est qu'on le constate dans nos portefeuilles gérés, c'est qu'on a des copropriétaires soit qui cherchent à vendre, puisqu'ils se disent qu'ils ne veulent pas investir des sommes très importantes pour rénover leur appartement qu'ils ont en location des fois depuis 20 ans ou 30 ans, ou plus. Donc des fois en plus ils arrivent à une période où ils s'aperçoivent qu'ils vont peut-être plus payer de plus-value ou sur la revente, que les prix ont beaucoup évolué en 30 ans, que c'est peut-être le bon moment de récupérer entre guillemets un petit peu ces billes, ou d'arbitrer s'ils ont plusieurs biens, les investisseurs, des fois d'en vendre un pour faire des travaux aussi sur les autres et à ce moment-là se recentrer. Mais moi je crains que in fine, ça puisse aussi avoir en parallèle de l'offre de neuf qui va s'assécher considérablement, puisque je l'expliquais, pour des questions soit politiques, soit des questions de rareté de foncier ou un peu tout ça en même temps, eh bien on a de plus en plus de difficultés à voir sortir des projets neufs de terre. Et la reconstruction de la ville sur la ville, c'est pas si évident, ça peut se faire d'une certaine manière, mais peut-être pas autant qu'il le faudrait. La surélévation, je parlais aussi de régulièrement de ces solutions qui peuvent être intéressantes, mais ça reste des niches, c'est-à-dire qu'on ne va pas surélever tous les immeubles qui existent à Annecy, à Chambéry ou ailleurs. Après, quelques-uns peuvent effectivement se prêter à cet exercice et permettre de créer de la surface d'habitation tout en créant une manne pour les copropriétaires qui vendraient le droit à construire, de surélévation, et pourraient éventuellement, par là même, rénover économiquement, sur le plan écologique, leur copropriété, donc trouver le financement, parce que c'est aussi ce qui peut poser problème. Donc ça, c'est des pistes, à mon avis, qu'il faut creuser, qu'il faut explorer, qui sont très intéressantes, mais ça ne sera certainement pas suffisant si on n'arrive pas à recréer, à relancer la machine de la création de logements pour les années à venir, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas signé comme permis de construire, c'est autant d'immeubles qui ne sortiront pas dans 3 ans. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà, donc je peux vous passer aux questions, effectivement, si vous avez des questions, aussi bien Bérangère que moi-même pouvons vous répondre avec grand plaisir. Vous n'avez pas de questions? C'est l'heure des questions-réponses. C'était l'heure des questions-réponses. Donc, sur ce qui est de la rénovation, à votre avis, ça va poser quand même un problème. Ceux qui ne l'auront pas fait dans les délais, ça veut dire qu'on met tout le monde là? Alors non, mais c'est une très bonne question. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que l'indécence, pour les catégories en G, c'est l'interdiction de relouer un bail à compter du 1er janvier 2025. Donc on peut considérer, c'est une façon d'analyser, en tout cas c'est ce que le législateur aurait tendance déjà à considérer, c'est que les baux qui sont déjà signés, les gens peuvent rester en place. C'est pas faux, mais effectivement, déjà le bail c'est que 3 ans. Donc le renouvellement de bail rentre dans le champ d'application de la loi comme étant, s'il y a un critère d'indécence, impossible à faire. Et puis il y a quand même aussi une autre difficulté qui se pose dès le 1er janvier 2025, c'est que le logement sera tout de même déclaré indécent. Enfin, considéré comme, si vous voulez, étiqueté tel que. Et on peut très bien avoir des locataires qui puissent entreprendre des démarches vis-à-vis de leurs bailleurs pour obtenir soit une rénovation, soit un dédommagement ou une diminution du prix, parce que leur bien loué peut-être seulement depuis août 2023 rentrera dans le champ d'application de la loi à partir du 1er janvier 2025, soit 1 an et demi après, en plein cours de bail. Voilà, donc ça c'est une vraie difficulté. Et puis de toute façon, même si on se projette un petit peu plus loin, parce que comme je vous parlais précédemment de l'inertie à faire les travaux, des difficultés, enfin voilà, je ne reviens pas dessus en détail, c'est certain qu'on est dans le temps long. Et même s'il y a de bonne volonté de la part des professionnels, des copropriétaires qui peuvent être sensibilisés, c'est vrai que moi j'entendais
des représentants des pouvoirs publics, je ne sais plus exactement lesquels, qui disaient oui, mais en fait cette loi, ça va peut-être rééquilibrer un petit peu le rapport entre les propriétaires et les occupants et les bailleurs, parce que d'habitude, c'est toujours les propriétaires occupants qui sont prêts à faire des travaux, à investir dans leur logement parce que ils y vivent, etc. Tandis que les bailleurs, ils prennent les loyers et puis ils ne veulent jamais faire de frais puisqu'ils cherchent qu'un rapport. En soi, peut-être, parce que là, du coup, l'obligation pèse sur les bailleurs de la rénovation énergétique. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que c'est s'opposer deux catégories de propriétaires. Donc c'est jamais bon quand on oppose les intérêts, puisqu'on peut aussi avoir beaucoup de propriétaires occupants qui voudront peut-être peindre la cage d'escalier parce que ça, ils y vivent et qu'ils y vont tous les jours, changer les boîtes aux lettres, etc. Vous voyez, sur de l'esthétique, c'est un exemple que je prends. Mais de là à rénover leurs biens en profondeur et engager des sommes considérables pour une éco-rénovation, c'est pas évident, surtout dans une catégorie des fois de personnes du 3e âge, voire du 4e âge, qui soit ne se projette pas à très long terme, soit n'a pas non plus forcément de la trésorerie pour rénover. Et voilà. Donc ça peut aussi créer des problèmes, c'est qu'il y a peut-être des copros qui vont tout simplement refuser les travaux en disant nous, on ne peut pas, on verra plus tard, etc. Et à l'intérieur de ces logements, de ces immeubles, on va avoir des copropriétaires bailleurs qui, eux, veulent rénover, parce qu'ils n'ont pas le choix vis-à-vis de la loi, s'ils veulent continuer de louer. Mais par contre, il y a un certain nombre de travaux, comme je disais à l'instant, qui peuvent se faire puisque c'est privatif, changer les fenêtres, changer le système de chauffage lorsqu'il est individuel. Mais en revanche, isoler la toiture, les murs de façade, créer une VMC quand il n'y en a pas dans un immeuble des années 60 ou 70 et qu'on sait qu'il y a beaucoup de déperdition par la ventilation dans les immeubles, tout ça, c'est des choses qui se décident en copropriété et il faudra que tout le monde puisse prendre les décisions main dans la main et ne surtout pas opposer les propriétaires occupants aux propriétaires bailleurs. Oui. Par rapport au marché de la transaction, est-ce que vos clients vendeurs commencent à comprendre qu'il faut baisser les prix vis-à-vis notamment de la montée des taux d'intérêt? Alors c'est une bonne question aussi puisque nous, c'est vrai qu'on a toujours un rôle, si vous voulez, de fluidificateur. Nous, on fait de l'intermédiation. Donc finalement, nous, ce qu'il faut, c'est que y a un accord qui soit trouvé entre des gens qui cherchent à tirer profit de leurs biens, qui cherchent à vendre, et puis des acquéreurs qui cherchent à se loger le mieux possible, mais au meilleur prix également. Faire entendre raison à des vendeurs que les prix doivent connaître un correctif, c'est pas évident et c'est souvent un travail de longue haleine parce que c'est pas. Alors évidemment, les gens voient bien que les taux sont montés en flèche, etc. Mais ils ont quand même toujours tendance à vouloir maintenir des prix ambitieux puisque on a toujours l'impression que c'est le bien de l'autre, du voisin qui va se vendre moins cher, mais le sien, on y arrivera quand même. Voilà. Alors, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça ne se vend pas, les gens sont trop gourmands, donc il faut revoir le prix et faire un correctif. Mais ce n'est pas spontanément, ça n'a jamais été tellement le cas, spontanément, que les gens disent « Ah oui, pas de problème, je baisse de 20%, c'est raisonnable ». Non, on ne le voit pas. C'est toujours des phénomènes de plateau, après on va avoir des légères baisses, on a des catégories de biens qui vont plus baisser que d'autres, j'en parlais, donc notamment ceux qui sont mal notés sur le plan énergétique, où là il y a des véritables arguments. Puis après il y a aussi la question de l'offre et la demande, puisque baisser les prix en même temps, quand on n'a pas une offre pléthorique, et même si on a perdu une partie des acquéreurs potentiels, dont les primo-accédants, mais on a sur nos territoires un tel dynamisme, un attrait touristique, qu'on peut avoir des retraités parisiens qui ont vendu leurs 150 ou 200 mètres carrés dans la capitale et qui vont venir acheter quelque chose à Annecy pour leur vieux jour. Ils achètent cash et les taux, si vous voulez, ils s'en moquent. Donc il ne faut pas non plus penser. Donc le vendeur, on ne va pas lui dire non, vous baissez de temps parce qu'on va peut-être trouver un acquéreur qui ne va pas être impacté par les taux, spécifiquement dans nos régions. Avec aussi le marché des travailleurs frontaliers, le taux de change est à parité. Donc c'est quand même dingue. Maintenant, 1 euro, c'est même moins qu'un franc suisse. C'est même moins qu'un franc suisse. Faut voir ce que ça représente quand on sait pour les anciens qui, à l'époque du franc, désolé, je fais un peu l'ancien combattant, quand on parlait en francs, on disait le change, oui, il est à 4. C'est-à-dire que vous aviez 4 francs français, ça faisait 1 franc suisse. Mais aujourd'hui, si on veut se mettre dans la perspective, il est à 6,55. Vous imaginez ?
Et on a connu des périodes il y a 30 ans où il était à 3,50, 3,60, 3,70, 3,84. C'est important parce que même si ça fait un petit peu vieux de parler en francs, etc., on voit surtout l'évolution du pouvoir d'achat des frontaliers, qui était déjà très important, mais qui a doublé pratiquement, ou qui a pris en tout cas plus de 50%, 60% en 20 ans sur des postes équivalents, si vous voulez, parce que tout a bougé, les lignes ont bougé, mais rien que par l'effet du taux de change. Et pas en 30 ans, puisqu'il n'y a encore pas si longtemps, il y a 15 ans, il était, vous aviez pour 1 euro, vous aviez un franc 60 suisse. Alors qu'aujourd'hui, pour un franc suisse, vous avez 1 euro. Voilà. Merci Yves. Et juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, et là je vais sortir des frontaliers et revenir sur les acquéreurs qu'on a perdus. Et c'est ce que tu faisais remarquer sur le fait qu'on a de plus en plus d'acquéreurs qui sont en capacité d'acheter comptant des logements, des appartements, des maisons. C'est effectivement les acquéreurs qu'on a perdus actuellement, ce sont principalement les primo-accédants ou les jeunes ménages, hein, qui souhaitent devenir propriétaires et qui aujourd'hui sont directement impactés par l'augmentation des prix et l'augmentation des taux d'intérêt. C'est pour ça que sur nos territoires, on est un petit peu plus résistant parce qu'effectivement, on a un type de population qui aujourd'hui vont revendre leur maison pour venir en appartement ou vont venir d'autres communes, et tu en as cité des exemples, où leur pouvoir d'achat était élevé. Voilà, donc c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on a aussi un décalage par rapport à ça. Par contre, aujourd'hui, on a beaucoup perdu et on a de plus en plus de refus de prêts sur ces populations un peu plus, pas modestes, mais avec des revenus plus bas. C'est vrai que les banques, d'ailleurs, non seulement ont tendance à être très réticentes pour emprunter à des jeunes, ça c'est sûr, hein, en termes d'apport et autres, mais également vis-à-vis de l'étiquette énergétique. Aujourd'hui, un banquier, la première chose qu'il vous demande pratiquement, c'est l'étiquette énergétique du bien. Si vous êtes en F ou en G, soit ils ne vous financent pas du tout, soit en tout cas ils cherchent à vous dissuader. Et quand ce sont des investisseurs, parce que là on peut parler de gens qui cherchent à acheter pour occuper le bien, notamment les primo-accédants, mais un investisseur aujourd'hui qui va s'adresser à sa banque pour investir dans l'immobilier, les conseillers bancaires, ils sont presque si vous voulez, un petit peu à revoir le conseil en disant attention, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un phénomène qui est un petit peu négatif, si vous voulez, mais bon, on ne peut pas l'occulter malgré tout, quoi, hein. C'est vrai que... Ils ne sont pas aussi de plus en plus réticents à accorder des prêts relais, les banquiers? Oui, alors les prêts relais, c'est vrai qu'ils ont toujours été un petit peu conditionnés à, je dirais, à une situation de confiance, puisque c'est quand même directement lié, le prêt relais, au fait que le banquier ne prend pas trop de risques si il est à peu près certain que le bien qui est à vendre va se vendre au prix qui était ambitionné dès le départ et qui ne va pas rester sur les bras du vendeur, etc. Sinon, le prêt relais, c'est vite un problème. Donc oui, effectivement, comme dans toute période où il y a un peu plus d'incertitude sur les prix, et surtout s'il devait y avoir un correctif au niveau des prix, qui a quand même déjà été constaté, hein, même si c'est plus aujourd'hui une amorce, mais on verra les 6 derniers mois, puisque là on est sur des prix qui ont commencé à baisser, mais sur l'été 2023. Après, il faudra voir l'automne 2023 et le premier semestre 2024 pour vraiment constater les choses. Voilà. Donc c'est vrai qu'un prêt relais, si les prix sont à la baisse, les banques sont toujours beaucoup plus frileuses parce qu'ils se disent on va faire notre business, ou alors ils vont prendre des grosses marges, si vous voulez, et ils vont financer avec des valeurs estimées à la décote. Sans que ce soit une statistique, mais c'est quand même une opération. On a de plus en plus de personnes qui viennent. Leur compromis est souvent quasi signé quand ils viennent pour signer l'acquisition de leur nouveau logement. On voit bien que pour être crédible vis-à-vis de leur banque et même vis-à-vis de l'agent immobilier qui va faire la vente ensuite, ils ont déjà vraiment avancé dans leur projet et on voit de plus en plus de personnes qui commencent à vendre et s'installer en location le temps d'avoir acheté, ça répond à votre question, pour sécuriser la problématique du prêt relais. Oui. Oui. Est-ce que les logements qui sont mal classés énergétiquement parlant vont devenir indécents à partir du 1er janvier 2025? Est-ce que ces logements-là, ça peut devenir la bonne affaire dans les années à venir? Disons que pour des gens qui sont friands de travaux, effectivement, il y a un intérêt qui peut être de faire pour les investisseurs du déficit foncier.
C'est-à-dire que acheter un bien, alors il faudra savoir le négocier au bon prix et à ce moment-là, demander conseil à son agent immobilier FNAIM, bien entendu. Mais disons c'est que, le seul. mais disons que oui, pourquoi pas. Après, il y a aussi des gens que ça fait fuir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, faire des travaux, c'est compliqué, il faut s'y en occuper, il y a toujours une part d'incertitude. Ou alors, quand on veut boucler sa vente en amont, faut aussi demander des devis pour avoir, je dirais, le prix... non seulement acte en main, mais rénovation en main, si je puis dire. Donc ça complexifie aussi un petit peu les dossiers. Mais c'est certain que spécifiquement dans des maisons où on peut faire ce qu'on veut parce qu'on décide seul, je pense que ça peut être une bonne chose de se dire tiens, je fais une acquisition, même peut-être pour de la location, suivant les territoires où on est, hein, même si d'une manière générale c'est plutôt des appartements qui servent à faire du locatif, mais enfin, ça peut être aussi dans certains endroits des maisons. Pour des gens qui veulent faire une acquisition, rénover et l'habiter, il y a forcément effectivement des bons coups à faire quand il y a des caractéristiques qui viennent pénaliser, si vous voulez, un petit peu l'attractivité du bien. Voilà. Après, il faut faire le bon calcul et être bien conseillé pour faire le bon achat.